vous propose qu'on démarre tout doucement. Il y a, je pense, au moins la moitié des participants qui sont là. Du coup, 2-3 mots d'introduction pour, voilà, pour démarrer. Donc, bienvenue à tous dans la conférence consacrée à la reprise de PME. Je pense que c'est un sujet porteur compte tenu du nombre de participants ce soir. Lorsqu'on a programmé la réunion avec Benjamin, je ne m'attendais pas à un tel succès. Lui, je pense un peu plus que moi, mais voilà. En tout cas, pour HEI Alumni, c'est une belle surprise et une bonne surprise. Du coup, quelques infos sur HEI Alumni et puis sur la conférence. La conférence va être enregistrée. Il y a plusieurs personnes qui, malheureusement, se sont inscrites, ne pourront pas être là. Donc, j'espère que personne n'est opposé à ça. Si c'est le cas, je vous invite à couper votre caméra si vous ne souhaitez pas qu'on vous voit. HEI Alumni lance actuellement des clubs professionnels dans différents domaines comme l'IT, la logistique, l'immobilier, le BTP, mais aussi l'entrepreneuriat. Ces lieux se veulent des lieux d'échange entre pairs, de networking, mais aussi des lieux de formation. C'est un peu comme la conférence de ce soir, en fait, qui finalement apporte du contenu. Vous avez déjà la possibilité de rejoindre ces groupes en vous connectant à notre site web. Il y a une rubrique qui s'appelle Groupe professionnel. On vous rappelle aussi que tout au long de l'année, il y a des événements carrières, bien évidemment, qui sont organisés, mais aussi networking, avec Manon notamment le mercredi sur les apéros at home. Donc tout le programme se trouve sur notre agenda et à noter également qu'à compter du mois de février, on va organiser des apéros de l'entrepreneur. Le premier est fixé le 24 février avec un diplômé de la promo de Benjamin, mais c'est vraiment pas fait exprès, qui s'appelle Gaëtan Lepoutre, qui est fondateur de la société Élise à Lyon et d'une autre société qui s'appelle Les Alchimistes. Par rapport à la conférence de ce soir, je remercie particulièrement Benjamin donc, pour l'animation de cette conférence. Benjamin se décrit comme un entrepreneur, bien évidemment. Il a démarré son projet de reprise d'entreprise début 2020. Pendant la conférence, il va d'abord nous expliquer les tenants et aboutissants de la reprise d'entreprise de manière générale. Et ensuite, il nous expliquera plus particulièrement son projet à lui, qui est accompagné et financé par un groupe d'investisseurs. Il y aura ensuite un temps de questions-réponses. Alors, comme on est nombreux, on vous invite à poser les questions via le chat et à laisser vos micros fermés dans la mesure du possible, parce que sinon, ça va être un peu plus compliqué à savoir qui peut prendre la parole à quel moment. Et du coup, il y a Manon Saillard qui est avec moi sur la conférence. Et du coup, on se fera les porte-paroles de vos questions. Voilà, je pense en avoir fini pour mon introduction. Donc, je laisse la parole maintenant à Benjamin pour sa conférence. Voilà, écoutez, merci à tous, merci Agathe. Ce que je voulais faire avec vous, vous m'entendez bien ou pas? C'est Oui. bon? Ok, impeccable. Ce que je voulais faire avec vous ce soir, c'est tout simplement un retour d'expérience sur un sujet qui m'est cher et que je pratique actuellement, qui est la reprise d'entreprise ou la transmission d'entreprise, parce que je vais raconter aussi du point de vue du cédant et du repreneur. J'ai compris que c'était un sujet d'actualité, surtout en ce moment, et je ne vais pas faire un cours théorique dessus, je vais plutôt vous partager mon expérience, et je serai bien entendu, après une courte présentation, ouvert aux questions. N'hésitez pas à être le plus précis possible. Et je salue bien entendu la promo 2004 qui est présente, bien représentée ce soir. Voilà. Alors, ce qu'on fait, c'est une courte présentation de qui je suis, ce que j'ai fait jusqu'à présent et d'où je pars. On abordera ensuite le problème structurel de la succession à la tête des PME en France, qui est un problème voilà, qui est amené à malheureusement durer. Donc, il y a un vrai cas sociétal. On parlera des protagonistes, de qui on parle, quelles sont les questions à se poser avant de se lancer dans ce processus qui est mine de rien long et complexe, de façon à pouvoir l'aborder de manière méthodique. Quelles sont les grandes étapes d'une reprise, un petit peu l'écosystème de la reprise, c'est-à-dire quels sont les acteurs, comment ils fonctionnent entre eux. Comment financer? Alors, on passera brièvement sur le montage LBO et je suis sûr que parmi nous, il y a des gens qui sont très au fait de ce sujet-là. Je ne voudrais surtout pas faire un cours théorique sur le sujet. Et ensuite, je vous parlerai de mon cas particulier qui est celui du Search Fund, reprise financée avec des investisseurs dans le cadre de Stella Maris Equity, mon entreprise. Voilà. Ensuite, des adresses numéro utiles et quelques questions. Alors, comme je vous le disais, HEI 2004 CM, conception mécanique. Du temps où c'était encore le cas. J'espère qu'il y a encore une classe conception mécanique.
Voilà. Et donc, j'étais diplômé en 2004, j'ai travaillé chez Safran juste après. J'ai eu la chance de rejoindre un programme MBA en Espagne à l'ISE Business School qui m'a permis de me poser la question de l'entrepreneuriat et de trouver une méthodologie qui est celle du Search Fund à l'époque. Juste pour le préciser, j'ai travaillé quelques mois en start-up, ce qui m'a permis de valider qu'en fait mon profil d'entrepreneur, si on peut parler comme ça, était plutôt celui d'un développeur ou d'un repreneur plus qu'un créateur. Voilà. Il y a différents profils d'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat n'est pas réservé à ceux qui créent l'entreprise, mais aussi à ceux qui continuent une belle histoire entrepreneuriale. Donc j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie. On en a parlé Christophe Dupont tout à l'heure, je travaille chez Safran au Havre, ensuite dans la chimie aux Pays-Bas et dans les semi-conducteurs chez ASML. Également en stratégie industrielle et en opération, donc un profil très industriel, très opérationnel. Et j'ai travaillé en France, en Espagne et aux Pays-Bas. De manière personnelle, je suis marié, je père de 5 enfants. J'ai 38 ans. Après 6 ans aux Pays-Bas et 2 ans en Espagne, je viens de m'installer à Lyon avec ma famille. Et on a compris que c'était plutôt temporaire, puisque le moment où je reprendrai une entreprise, j'irai m'installer à côté de cette entreprise-là. J'ai actuellement, et ça c'est important de le préciser, pas de dette, un peu de patrimoine, et des hobbies qui sont principalement ma famille, des sports d'équipe et l'œnologie. Et je suis dans une région où c'est plutôt sympathique d'avoir ces hobbies-là. Voilà, ça c'est pour la partie plus personnelle. Et vous verrez pourquoi c'est une importance après. Alors, si on s'intéresse à la question de pourquoi est-ce que c'est un sujet pérenne, la succession à la tête des PME en France, ou la reprise d'entreprise. Eh bien, c'est tout simple. L'INSEE répertorie 274 grandes entreprises, 5000 ETI, 140 000 PME, pas toutes actives, mais 140 000 inscrites à l'INSEE, et 2008 de TPE et d'auto-entrepreneurs. Voilà. Dans ces 140 000 TPE, j'ai fait le compte. Si on regarde un petit peu la pyramide des âges, 50% des dirigeants de PME ont plus de 55 ans, ce qui fait que 30% sont à moins de 7 ans de l'âge pivot, 23% ont dépassé l'âge pivot, et je peux vous dire que j'en rencontre régulièrement des gens qui ont dépassé les 70 ans, 80 ans même. Il y en a peut-être parmi nous qui nous écoutent. Et pourtant, très peu ont préparé la cession de leur entreprise. Pourquoi? Parce que c'est une réflexion de fond qui demande beaucoup de préparation psychologique et aussi la préparation d'entreprise. Et donc, il y a un vrai sujet de transmission entre la génération qu'on peut appeler des baby-boomers et la mienne, qui est un problème qui est amené à durer. Et en période de crise, on voit aussi des dirigeants qui se disent « ça fait 40 ans que je suis à la tête de mon entreprise, ou 30 ans, je n'ai pas envie de vivre une crise supplémentaire, donc c'est le moment de me poser la question de la transmission d'entreprise. Et donc c'est pour ça que le sujet est d'autant plus d'actualité. Voilà. Donc si on en revient à la présentation, c'est un problème structurel. Et il y a dans les 5 ans à venir 10% de ces PME, donc 14 000, 15 000 PME à reprendre. Et ma conviction, c'est que la plupart de ces PME, alors si on prend les PME qui sont dans le cadre familial, donc les entreprises familiales, si on prend les entreprises qui sont déjà avec une équipe de managers qui peuvent reprendre, gérer la succession est toute tracée, mais la plupart de ces PME n'ont pas de plan de succession pérenne à ce jour. Il y a donc un vrai sujet de formation et je dirais de pérennité, parce qu'une entreprise qui n'est pas reprise, le dirigeant peut évidemment rester à la barre du navire pendant des années, mais il y a un moment donné où il ne pourra plus assurer la conduite. Et il y a malheureusement des entreprises qui ferment faute d'avoir retrouvé un repreneur. Alors, c'est plutôt le cas dans les TPE, mais c'est aussi le cas dans les PME. Et il y a donc un vrai sujet sociétal. C'est pour ça qu'on verra comment l'État et je dirais le ministère de l'Industrie et des PME s'est emparé du sujet. Voilà. Qui sont les protagonistes? Eh bien, pour j'irais faire simple, il y a deux parties. Il y a un cédant d'entreprise, donc quelqu'un qui dirigeant majoritaire d'une PME ou d'une TPE, qui est président, gérant, comme vous l'appelez. Généralement, il est soit créateur de l'entreprise,
soit dans un cas de succession familiale, deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération, soit il a repris l'entreprise il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, et il souhaite passer la main. Dans les raisons qui font qu'un dirigeant veut passer la main, il y a évidemment la retraite, c'est une cause évidente, mais pas que. Je peux en témoigner personnellement, puisque je rencontre des dirigeants qui sont aussi dans le cadre d'un changement de vie, pour raisons personnelles ou pour envie de créer quelque chose d'autre à côté, ou malheureusement quelquefois des accidents de la vie, des accidents de santé ou voilà, des conditions qui font qu'ils ne peuvent plus se maintenir à la tête de l'entreprise. Et je peux en témoigner aussi, la plupart de ces dirigeants, si ce n'est tous, sont très attachés non seulement à leur entreprise, leur réputation, mais aussi leurs collaborateurs. Et ça, c'est quelque chose de beau. Je peux vous le dire, je n'ai pas rencontré un seul dirigeant d'entreprise qui ne soit pas attaché à l'avenir de ses collaborateurs. Donc, il y a un vrai sujet pour eux de préoccupation. Qu'est-ce que va devenir mon entreprise? Qu'est-ce que va devenir mon héritage? Mais que vont devenir mes collaborateurs? Voilà. Donc ça, il faut le garder en tête. Le portrait type du repreneur, alors le portrait robot, qui est assez différent de qui je suis, mais c'est généralement soit un dirigeant de filiale de TI ou de PME ou de grande entreprise, un cadre supérieur qui aurait décidé de passer du salarié à l'entrepreneuriat, généralement entre 45 et 55 ans, donc quarantaine, cinquantaine, doté d'un patrimoine conséquent. Hein, il faut quand même avoir des fonds propres pour reprendre une entreprise. Alors, il y a des exceptions, mais c'est vrai que je dirais les dirigeants et les financiers demandent des fonds propres. Et ils sont motivés par un changement de vie radical. Et ça, je peux vous le dire, il faut quand même, pour reprendre une entreprise, pour devenir entrepreneur, eh bien, généralement, on n'est plus salarié. Donc, on est au TNS, un travailleur non salarié. On fait un choix de vie qu'il est difficile de renverser. Donc, on s'engage sans pouvoir nécessairement ensuite revenir en arrière. Et d'ailleurs, la plupart des entrepreneurs qui ont fait le pas ne souhaitent pas revenir dans le salariat. Voilà. Puisqu'il s'agit vraiment d'un mode de vie très différent. C'est-à-dire qu'on est seul maître à bord et quand ça va bien, c'est nous, et quand ça va pas bien, c'est nous aussi. Donc, on n'a plus de filet de sécurité des grandes entreprises. Voilà. Et pour faire une reprise d'entreprise, eh bien, il faut être dispo à 100%, je dirais plutôt à 200%. Donc, on est plutôt dans un cas de chômage, rupture conventionnelle ou de projet de vie mûrement réfléchi. Donc, ça, il faut en être conscient. Alors, personnellement, je coche quelques-unes de ces cases, mais pas toutes, parce que je suis plus jeune que la moyenne. Je n'ai pas dirigé une filiale, mais par contre, changement de vie radical, oui, parce que j'ai créé mon entreprise déjà. Et dispo à 100%, oui, pour reprendre une entreprise, il faut être en disponibilité, parce qu'à tout moment, il faut être en capacité d'aller visiter une entreprise, de se positionner, voilà. Donc, il faut pas. C'est très difficile de reprendre une entreprise en étant en activité. C'est pas impossible, mais c'est très difficile. Quelques petites questions à se poser avant de se lancer dans un processus long et complexe. Pourquoi long et complexe? Parce qu'on va tout simplement mobiliser énormément d'énergie quand on a repris, quand on est à la tête d'une PME. On va mobiliser aussi souvent des choses plus personnelles comme sa famille, puis on va mobiliser aussi son patrimoine qui va être verrouillé dans je dirais dans le capital d'une entreprise et qui sera difficile de sortir. Donc il faut quand même se poser les bonnes questions avant de démarrer. Alors, du côté du cédant, donc pourquoi la cause qui ressort en général, c'est d'abord le souci de transmettre son entreprise dans de bonnes conditions avant de passer à autre chose. Et il y a aussi un souci d'accueillir une nouvelle génération d'entrepreneurs. Alors, quand on a 65 ans et qu'on cède à quelqu'un qui en a 55 ou 50, on est moins dans la nouvelle génération, mais j'ai rencontré quelques dirigeants qui ont plutôt repris à 35-40 ans. Voilà. Donc, on est dans un saut de génération. Comment? Eh bien, seul ou accompagné, il est vrai que seul, c'est faisable, mais quand on est à la tête d'une entreprise et surtout d'une PME où les leviers de délégation sont plus compliqués que dans une grande entreprise, être accompagné permet de déléguer à un conseil et permet d'éviter de faire des impasses quand on n'a jamais fait l'opération. Donc se pose rapidement pour le cédant la question de l'accompagnement, soit d'un cabinet spécialisé en fusion-acquisition, d'un expert comptable, où vous allez voir qu'il y a d'autres solutions, mais c'est important de se poser la question. Ça a un coût, certes, mais il y a une vraie valeur ajoutée. Combien de temps? Eh bien, d'expérience, on parle de 2 à 3 ans entre la prise de décision. Voilà, j'ai réuni les membres de ma famille, j'ai convoqué mon questionnaire d'administration, j'ai décidé de passer la main.
à la fin de la période d'accompagnement avec l'accident où on est vraiment libéré de toute contrainte avec l'entreprise. Donc 2 à 3 ans, et vous allez voir que ça passe très vite en fait. Et donc, la question c'est quoi, hein, quelles sont les questions qu'on pose? D'abord, qui peut me succéder? On parle souvent d'héritier naturel, on parle de fils ou de fille spirituelle. On parle aussi dans le cadre d'une entreprise familiale, de l'héritier qui n'est pas dans la famille ou dans l'entreprise, ou du manager, je dirais, qui n'est pas dans l'entreprise, qu'il faut aller chercher ailleurs. Se pose la question de la personne physique, donc un repreneur personne physique, ou de la personne morale. Est-ce que je veux céder mon entreprise à un autre entrepreneur plus jeune, ou un autre entrepreneur, ou est-ce que je veux le céder à une entreprise concurrente, une entreprise du métier, une autre entreprise en croissance externe, voire un fonds de capital risque? L'expérience montre qu'un entrepreneur préférera généralement céder à un autre entrepreneur, mais arrive aussi la question du financement. Et alors du côté du repreneur, les questions à se poser, hein, c'est d'abord et avant tout, est-ce que je veux pivoter dans ma carrière? Est-ce que je veux écouter cette part d'aventure en moi qui voilà, me pousse à trouver un second souffle? Est-ce que je veux quitter le carcan étroit des grands groupes? Alors, c'est un peu caricatural, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout dans les mêmes conditions. La liberté de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire, encore une fois, la liberté dans les bons moments et puis la liberté dans les moments un peu plus compliqués. Voilà, capitaine à bord du navire, c'est un peu ça. Mais encore une fois, si on a peur de cette liberté, il ne faut pas se lancer. Il faut vraiment bien se poser les questions. Comment? Alors, se pose encore la question de seul ou accompagné. Ça, c'est assez important. Et l'accompagnement joue aussi un rôle très important dans le cas du repreneur. Est-ce qu'on veut faire une approche directe, c'est-à-dire contacter soi-même le cédant, ou intermédiaire via un conseil ou un intermédiaire de session? Et se pose la question de la formation, hein, puisque c'est techniquement important de savoir de quoi on parle et d'être crédible envers le dirigeant qu'on va rencontrer. Avec qui? Alors, vous allez voir, j'ai une petite présentation après. Il y a des cabinets de conseil en reprise d'entreprise. Il y a l'association du CRA, les cédants et repreneurs d'affaires, qui est très en pointe et qui a des filiales ou des bureaux un peu partout en France, qu'il ne faut pas hésiter à solliciter. Ils sont très pros sur le sujet. Et puis, dans mon cas, plutôt accompagné par des investisseurs, où on peut éventuellement aller chercher un fonds financier, un fonds capital risque ou de private equity. Alors, combien de temps? On parle plutôt d'1 ou 2 ans, puisque, je le répète, l'idée, c'est d'être vraiment dédié à cette tâche. Donc, ça va un peu plus vite que dans le cas de la transmission, où on est toujours à la barre du navire et en plus, on a un travail qui est de trouver un successeur. Mais ça peut durer 3 ans, 4 ans aussi, hein. Donc, voilà, il faut être préparé à vivre sur ses propres ressources. Et financièrement, quand on est en fin de droit de chômage, ça peut être compliqué. Et ensuite, voilà, se pose la question de quoi? Donc, quelle entreprise? Est-ce que je vais chercher quelque chose qui se rapproche de mon cœur de compétence, de ce que j'ai fait avant? Ça peut être un cœur de compétence sectoriel ou métier. Moi, par exemple, je cherche quelque chose qui soit dans le service, mais très lié aux opérations ou à l'industrie, et en B2B. Voilà. Taille de l'entreprise, alors ça dépend bien sûr de l'apport du capital. Il est vrai qu'il est compliqué d'aller racheter une ETI avec un tout petit patrimoine, mais on peut aussi avoir des effets de levier. Je reviendrai sur les bio. On peut aussi s'associer avec un fonds ou des investisseurs ou des business angels. Et se pose évidemment, dans le cadre familial, hein, de la géographie. Donc, jusqu'où je suis prêt à aller. Par exemple, j'ai exclu Dom-Tom Corse, mais j'ai mis de manière claire que j'étais prêt à bouger en France entière, même si j'étais installé à Lyon. Donc, pour moi, c'est important aussi de me projeter dans le cadre familial après. Voilà. Et donc, j'en ai bien évidemment discuté avec mon épouse. Ne pas oublier d'en discuter avec son conjoint, ça c'est vraiment très important. L'écosystème de la reprise, il y a 4 groupes d'interlocuteurs qui sont importants d'avoir en tête. Pour un repreneur et aussi pour un cédant, il est important de se former et d'être accompagné. Il y a donc le CRA, le club des cédants et repreneurs d'affaires dont j'ai parlé. Je mettrai le lien à la fin, qui propose un abonnement et qui propose aussi une formation sur 3 semaines qui fait intervenir des aspects techniques et des aspects plus motivationnels. Voilà. Et moi-même, je fais partie d'un groupe de repreneurs du CRA sur Lyon, où on est une dizaine à parler de nos affaires en cours, parler de nos visites, parler des hauts et des bas de la reprise d'entreprise. C'est très important d'être entouré et de faire partie d'une équipe. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un facteur de motivation important.
Il y a la chambre de commerce et d'industrie. Je ne sais pas pour la région lilloise, mais je sais qu'à Paris, il y a une très bonne chambre de commerce et d'industrie avec une section reprise d'entreprise, accompagnement à la reprise, accompagnement à la cession. Donc, regardez dans vos régions. Je n'ai pas de retour sur les régions, mais je sais qu'à Paris, elle est très performante. Et ensuite, il y a des professionnels, donc des gens qui forment. J'étais formé moi, dans le cabinet Alteo, qui sourcent les cibles en approche directe et qui peuvent également être présents en accompagnement, en négociation et en transaction. Ça coûte un peu d'argent. Généralement, c'est un frais fixe et des success fees, rémunéré au succès. Mais sur une opération à forte valeur ajoutée, avec, on parle de centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros, il est important de ne pas négliger ce qu'une négociation, un expert en négociation peut apporter, et aussi un tiers qui a un regard extérieur et qui peut, je dirais, prendre les mauvais coups, notamment dans la négociation. Donc ça peut être quelque chose de pertinent à réfléchir avant de se lancer. Ensuite, il y a les conseils en intermédiation, qui sont plutôt du côté repreneur, enfin du côté vendeur, pardon. Il y a donc les cabinets en fusion-acquisition. Je travaille avec par exemple Oralia, AAA, plutôt dans l'Est et le Sud de la France, Clearfield International, Oaklins, Neocap. Tous ces gens-là qui sont très présents sur le marché et qui font parler d'eux. Il y a Synercom aussi que j'ai oublié de citer. Mais il y en a beaucoup d'autres. Sur le site, par exemple, de fuset.com, vous avez une liste de tous les intervenants en fusion-acquisition. Les banques d'affaires, là, on parle de Rothschild qui s'adresse à des profils plutôt capés, mais il y a aussi Sodica Acticam, filiale du Crédit Agricole, il y a Société Générale, Crédit Mutuel, Banque Populaire, Caisse d'Épargne, qui ont des filiales en fusion-acquisition. Donc, on parle bien de PME, là, hein, on parle de grands groupes, évidemment. Il y a aussi des réseaux d'experts comptables, donc Inextensio Finance et Transmission, qui provient de Deloitte, Deloitte, Cabex, qui est un réseau d'experts comptables. Ensuite, on trouve plus des experts TPE, ils sont très présents en restauration immobilier, mais ils peuvent aussi adresser des petites PME, comme Michel Simon, et des plateformes comme Fusac.com, et bien sûr le CRA, qui dispose pour ses adhérents de plus de 700 annonces de reprise d'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est pas une liste exhaustive, mais ça vous donne déjà quelques noms. Et bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, notamment des indépendants. Ne pas négliger des experts comptables. En financement d'acquisition, donc évidemment, à un moment donné, se pose la question de comment je finance l'acquisition d'une entreprise. Généralement, on fait un montage LBO, donc avec du levier. On le finance en capital et en dette. Donc en capital, il y a tous les fonds de capital risque. Je vous invite à aller voir sur le site de France Invest, qui est très bien fait. On peut trier entre small, mid, large cap. On peut trier par montant d'apport, on peut trier par taille d'entreprise. Il y a quelques, je dirais, fonds spécialisés entrepreneuriat. Je pense à Généo, je pense à Pléiade, je pense à voilà, des gens comme ça qui sont très spécialisés avec des entrepreneurs à leur board. Il y a tous les réseaux de business angels. Certains sont régionaux, d'autres sont plutôt liés à des secteurs d'activité comme l'agroalimentaire, comme l'industrie, voilà, divers et variés. Et puis, on n'y pense pas souvent, mais il y a aussi le cercle des proches, ce qu'on appelle les 3F, la famille, les amis et les gens qui sont, je dirais, qui n'ont pas forcément de soucis matériels et qui peuvent financer ou aider à financer une reprise. Voilà. Et je parlerai de cette catégorie-là après. Et donc, une partie en capital, une partie en dette, qui est donc des banques qui font des transactions avec effet de levier, donc les grandes banques, et ne pas oublier aussi la BPI, que j'imagine tout le monde connaît ici, ou la plupart des gens, qui est donc la Banque publique d'investissement, et qui intervient de plus en plus dans des reprises d'entreprises, notamment pour s'assurer que l'État ait une part, notamment dans des entreprises spécialisées ou à secteur stratégique en défense. Ils sont très présents pour s'assurer que l'État ait quand même son mot à dire dans la gouvernance de ces entreprises-là. Généralement, ils sont assez discrets, hein, mais ça peut être aussi intéressant, notamment en termes de garantie bancaire. La garantie BPI est très recherchée dans les reprises. Voilà. Et ce sont des gens aussi très compétents, bien entendu. Conseil en transaction. Alors, avocat spécialisé en PME, il faut vraiment essayer de trouver des gens
dont c'est le métier, hein. Des gens qui font de la transaction PME toute la journée, c'est très important parce qu'ils vont être pertinents, ils vont aller vite et leur coût sera je dirais, amorti par leur vitesse d'exécution, notamment dans une due diligence, dans un audit. Les experts comptables, hein, pour tout ce qui est valorisation, mais aussi pour la structuration du deal, pardon, de l'acquisition, je vais arrêter de parler anglais, la structuration de l'acquisition et aussi la holding de reprise, puisque généralement, ce qu'on fait, c'est un montage avec une holding qui regroupe le capital et qui prend les parts dans l'entreprise. Donc tout ça, c'est des sujets qu'il vaut mieux voir avec un expert comptable. Les fiscalistes, qui peut être intéressant de voir notamment dans le cadre de la cession, et donc la loi Pacte notamment, et aussi dans le cadre du repreneur, et puis des experts en tout domaine. Le côté RH, voilà, on est en France et donc le sujet RH est un sujet très important, surtout dans une PME. On peut pas, voilà, surtout les hommes clés, les hommes et les femmes clés. Les sujets commerciaux, marketing, l'IT, et puis des domaines spécifiques, notamment dans des domaines très pointus où il y aura peut-être besoin de faire intervenir un expert. Je pense à des questions, des sujets de dépollution de sol, des sujets chimiques, des sujets environnementaux, des sujets métiers, où il peut être important de faire venir un expert. Voilà. Donc ça, c'est les 4 groupes d'intervenants qu'il est utile d'avoir dans son carnet d'adresses et de rencontrer au moment où on se lance dans un projet soit de cession, soit de reprise d'entreprise. Alors, quelles sont les grandes étapes d'une reprise ou d'une cession? Je vais parler du côté repreneur plutôt. Quand on est repreneur, il faut un cadrage. Alors, j'ai mis un mois, mais ça peut prendre un peu plus de temps. Moi, ça a pris 6 ans de trouver la méthode, de trouver les bonnes personnes et de trouver comment j'allais procéder. Mais généralement, voilà, quand on est décidé, en amont, en cas de son projet, on se pose toutes les questions que j'ai évoquées avant. Pourquoi, comment, avec qui, combien de temps et quel type de cible. Ensuite, se pose la question du sourcing. Pour le faire actuellement, la prospection de dirigeants de PME, ça passe souvent par une approche directe, donc des courriers papier. Hein, on est en France, hein, donc les Américains font beaucoup ça avec des emails. Le dirigeant d'entreprise qui a plus de 50 ans aime bien avoir un joli courrier bien tourné, qu'il valorise, qui montre qu'on s'est intéressé à son entreprise, et c'est important de faire cette recherche. Ça prend du temps. Un repreneur classique peut faire, par exemple, jusqu'à 50 courriers par mois. Il y a un phénomène statistique dedans, c'est-à-dire que plus on en envoie, plus on se crée des opportunités. Il faut savoir que le taux de retour de ce genre de courrier est bas, autour de 20 à 10%. Et le taux de retour positif est encore plus bas. Donc plus on envoie de courrier, plus on arrive à toucher de dirigeants. Et on peut aussi, donc quand on fait une approche directe, on ne sait pas si le dirigeant est vendeur, et ça peut être le cas. On ne sait pas dans quelle étape de sa réflexion il est, c'est-à-dire est-ce qu'il est en tout début à se poser la question, est-ce qu'il a vraiment décidé de céder. Par contre, quand on prend une approche intermédiaire, le cabinet qui a le dossier a un mandat, et donc il est rémunéré pour vendre l'entreprise. Donc le cédant, on est sûr qu'il est vendeur. Par contre, il faut rémunérer ce cabinet, donc il y a toujours un risque que ce soit plus cher. Voilà. Également pour le conseiller repreneur. Une fois que l'entreprise est trouvée, il y a une étape capitale, hein, qui est celle de la rencontre. Quand on reprend une entreprise, il faut s'assurer, et c'est vital, hein, je peux vous le dire, je pourrais vous citer quelques exemples sans citer les noms, que la chimie entre le cédant et le repreneur passe bien, parce qu'on est dans l'humain. Il est clair que les négociations, la partie d'audit, même l'accompagnement à la reprise va être grandement facilité si l'humain se passe bien. Ou autrement dit, si l'humain ne passe pas bien, la session peut s'arrêter à n'importe quel moment et vous avez perdu votre temps et aussi de l'argent dans les audits. Donc, l'alignement entre les deux parties, le facteur humain est capital dans une reprise. Voilà, donc ça permet de vérifier dans la rencontre qu'on a bien compris ce que faisait l'entreprise, qu'on a bien posé les bonnes questions et qu'on est aligné sur le projet, les enjeux, les règles du jeu. Ensuite vient la lettre d'intention, letter of intent. Ça prend 3-4 semaines à faire et il vaut mieux la faire faire par un avocat, surtout quand on n'a jamais fait. Les suivantes sont peut-être un peu plus simples, mais on se met d'accord sur la chose. Donc, quel est le périmètre de la cession? Est-ce qu'on rachète l'entreprise, ses filiales? Est-ce qu'on rachète le terrain, les bâtiments ou pas, la SCI qui a les bâtiments? Et le prix. Le prix, les conditions du prix, les conditions de remise du prix, le complément de prix. C'est le moment, alors c'est une lettre non contraignante, c'est-à-dire qu'elle n'engage pas
Ce n'est pas un compromis de vente, elle n'engage pas à acheter l'entreprise ou à la vendre, mais elle pose les choses de manière formelle. Et donc, c'est une étape très importante. Vient aussi la garantie d'actifs passifs, dont je reparlerai un peu après. Une fois que la lettre d'intention est signée, il faut s'arranger pour avoir une exclusivité, sinon vous êtes en concurrence avec d'autres personnes et vous commencez des audits qui sont assez chers, hein, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les audits, c'est 6 à 8 semaines. Si vous êtes en concurrence avec d'autres personnes, alors c'est le cas des fonds entre eux, mais généralement quand on est repreneur individuel, il vaut mieux éviter d'être en concurrence et demander une clause d'exclusivité. Voilà. Quand on fait les audits, on vérifie tout simplement que l'entreprise correspond bien à l'image que l'on s'en est faite et de ce que le dirigeant vous a dit. Donc, il est absolument nécessaire de se faire accompagner, c'est clair, d'un avocat, d'un expert comptable au minimum et des spécialistes dont j'ai parlé auparavant. L'audit, ça permet aussi de vérifier que la garantie d'actifs passifs, c'est-à-dire une garantie qui permet de se prémunir contre des petits écarts de trésorerie ou des choses un petit peu moins sympathiques, sont bien telles qu'on se l'imaginait. Une fois que les audits sont passés, qu'on a bien vérifié les comptes, qu'on a bien ouvert tous les placards pour vérifier ce qui se cachait dedans, qu'on a audité les comptes, qu'on a audité la partie RH, qu'on a audité les contrats, arrive le protocole. Donc dans le protocole, bien, les négociations sont finies. On a ajusté à la marge le prix, hein, mais le prix est très souvent fixé au cours de la LEI. On a figé les termes de l'accord et le repreneur doit aussi prouver qu'il sait qu'il a obtenu l'accord des banques et de ses fonds propres pour acheter une entreprise. Alors, la plupart des dirigeants demanderont au moment de la rencontre quelles sont les garanties, notamment l'apport en capital, mais c'est au moment du protocole qu'il a à valeur contraignante et que l'on s'en assure. Ensuite, au bout de quelques semaines, arrive la signature, qui est un moment très émouvant, qui était l'acte formel de cession des titres entre le cédant et le repreneur, devant la plupart du temps avocat ou notaire, mais avocat la plupart du temps. Et tout peut se passer à ce moment-là. C'est-à-dire que le cédant peut aussi dire, bah non, finalement, j'ai réfléchi, je ne veux plus vendre. C'est malheureux, mais ça arrive. D'où la partie humaine, il est nécessaire d'avoir une très bonne entente tout au long du process et même après. Voilà. Ça arrive, c'est pas fréquent, mais quand ça arrive, mais on a perdu du temps et on a perdu aussi tous les audits. Voilà. Alors, fort heureusement, la plupart du temps, ça se passe bien et la signature se fait sans problème. C'est un grand moment. Et ensuite arrive la reprise. On parle des 100 jours. Il est important d'avoir un accompagnement entre le cédant et le repreneur, mais il est aussi important de le limiter dans le temps. Généralement, ce qu'on fait, c'est un contrat en freelance ou un contrat d'accompagnement avec un contrat de conseil, de telle manière à ce que le repreneur, quand il est suffisamment à l'aise dans l'entreprise, peut dire au cédant, bah voilà, maintenant, j'ai plus besoin d'accompagnement, je trouve que c'est une belle retraite ou une belle aventure, et on puisse naturellement reprendre l'entreprise sans avoir le cédant encore à la barre. Alors, c'est évidemment un moment difficile pour le cédant, mais voilà, si c'est anticipé à l'avance, ça ne pose pas de problème. Ça, c'est les grandes étapes d'une reprise. Alors, j'ai beaucoup parlé de LBO, Leverage Buyout, et je vous ai fait un petit exemple illustré pour montrer en fait de quoi on parle. Et voilà, donc je ne suis pas un expert en finance, mais il est vrai que je fais beaucoup de simulation de montage financier, donc je vais essayer d'en parler de manière, je dirais, le plus simple possible. Donc là, j'ai pris un cas d'une entreprise qui fait 20 millions de chiffre d'affaires, 2 millions d'excédents bruts d'exploitation, qui est un petit peu je dirais la donnée dont on sert pour valoriser l'entreprise, qui croît de plus ou moins 10% par an et qui va se vendre à 5 fois à l'excédent brut d'exploitation, donc 10 millions d'euros pour faire simple. Donc en année, je dirais N-2, N-1, donc il a pris 1 million d'euros en valeur. Et puis, on s'est mis d'accord sur le prix à 10 millions d'euros. Le LBO, c'est en fait, on va introduire un effet de levier, c'est-à-dire qu'on va emprunter, par exemple, 50% de la somme en dette bancaire et 50% en fonds propres. Donc là, on parle d'un levier à 50%, qui est donc la dette sur l'ensemble. L'intérêt de cet effet de levier, c'est que on va rembourser la dette. Alors, corollaire, il faut donc s'assurer, quand on étudie l'entreprise, que l'entreprise est capable, avec son flux de trésorerie, de rembourser la dette. Généralement, les banques prêtent 70% de ce qu'on appelle le flux de trésorerie libre, donc le free cash flow, et 30% doivent être gardés dans l'entreprise pour assurer les variations de trésorerie diverses et variées.
Donc on est limité quelque part, et c'est pour ça qu'il est vital de s'assurer en avance que le flux de trésorerie, y compris la saisonnalité, y compris la cyclicité, est stable. Donc ça, c'est un des critères quand même importants. Donc, au fur et à mesure, l'entreprise va rembourser sa propre dette. Donc, mettons qu'elle rembourse 1 million par an, et au bout de, disons, 3, 4 ans, 5 ans, quelquefois, vous avez augmenté la valeur de l'entreprise parce que vous avez fait croître votre entreprise, parce que vous avez valorisé votre entreprise sur le marché, parce que vous avez peut-être fait de la croissance externe, et votre part et celle de vos associés dans l'entreprise augmente, la part de la dette diminue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que eh bien, du capital et plus de dette. À ce moment-là, au bout de 6, 7, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas, vous revendez l'entreprise ou vous passez vous-même l'entreprise. Et donc, l'intérêt d'un effet de levier, c'est que vous avez acquis l'entreprise avec, mettons, 50% du montant total, mais la dette est remboursée, et donc vous avez un capital. Donc, dans ce cas-là, au bout de 6 ans, mettons que l'entreprise est valorisée 16 millions d'euros, soit valorisée 16 millions d'euros, et bien par rapport à l'année N, au bout de 6 ans, 16 millions d'euros et 5 en capital, bien vous avez un taux de retour interne de 21%, donc 5 fois 21% tous les ans, et un retour sur investissement de 3 fois. Donc quand on revend l'entreprise, eh bien ça permet d'avoir un effet de levier par rapport à sa mise initiale, et c'est généralement dans les opérations de reprise d'entreprise ce qui se fait. Alors, 4 critères pour retenir pour un LBO réussi, et je parle encore une fois pas en tant qu'expert, mais de manière pratico-pratique. Évidemment, la croissance, hein, puisque pour revendre l'entreprise plus cher, il faut qu'elle croisse. S'assurer d'avoir de la rentabilité opérationnelle. On peut évidemment reprendre l'entreprise à la barre du tribunal, mais la première fois, c'est compliqué quand même de le faire. C'est possible de le faire, c'est pas évident. Il faut voir les aspects humains et les aspects personnels que ça engendre. Dans mon cas, j'ai choisi de reprendre une entreprise in bonis. Donc, la capacité à générer la trésorerie, aussi la stabilité du flux de trésorerie. Donc, il faut bien regarder la saisonnalité, notamment dans tout ce qui est agroalimentaire, dans tout ce qui est saisonnier. Et puis, quel va être l'effet de levier permettant de rembourser de manière sûre. Donc là, la banque aura évidemment son mot à dire, et assez rapidement la dette bancaire. Voilà. Donc ça, c'est dans le cadre d'une opération LBO. Il y a tout un tas de littérature sur le sujet. Il est clair que avant d'aller voir la banque et aussi ses investisseurs, il faut un montage financier, donc un plan de financement carré. Hein. Donc c'est pour ça que se faire aider d'un expert comptable est une bonne idée, puisque quand on l'a jamais fait, c'est assez compliqué. Je reviendrai dessus s'il y a des questions plus techniques sur le sujet. Alors, dans mon cas personnel, donc je fais une reprise d'entreprise en tant que personne physique, mais j'ai utilisé un modèle un peu différent. Et c'est de ça dont je voulais aussi vous parler ce soir. C'est un modèle qu'on appelle Search Fund. Alors pourquoi Search Fund? Ça a été créé aux États-Unis en 1984 par un diplômé d'Harvard, et c'est très en vogue dans les business schools anglo-saxonnes, dont celle que j'ai fait. Il s'agit d'un modèle de reprise préfinancé. C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai levé des fonds auprès des anciens de mon MBA, du cercle proche et d'investisseurs professionnels. Alors, pas des fonds, mais des gens dont c'est le métier d'investir et qui ont compris le risque qu'il y a à investir. Ensemble, on a créé une entreprise qui s'appelle Stella Maris Equity, dont je suis le président, et qui me paye un salaire, ou plutôt des frais de management, puisque je suis en cas de travailleur non salarié, qui me paye mes frais de déplacement, qui me paye mes frais de conseil, et qui me permettent en fait d'être dans une démarche assez sereine par rapport à quelqu'un qui serait dans le cas d'un chômage, qui arriverait en fin de droit, donc j'ai moins la pression en fait de l'horloge qui tourne, même si ça tourne quand même, hein, ce fonds n'est pas illimité. Et d'autant plus, ces personnes, ces investisseurs m'apportent du capital, certes, pour faire une opération entre, je dirais, d'une dizaine ou de 2 dizaines de millions d'euros, donc déjà une belle reprise, mais aussi des conseils. Donc, ils m'apportent leur expérience. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ce modèle de reprise, c'est que à chaque fois que j'ai une entreprise intéressante, ou j'ai une liste d'entreprises intéressantes,
eh bien, j'échange avec mes investisseurs, je leur demande leur avis, ils m'accompagnent pour visiter l'entreprise et d'une certaine manière, 1, 2, 3 ans avant de faire ma reprise, j'ai déjà mon futur conseil d'administration. Voilà. Alors, comment ça marche? Eh bien, chacun des investisseurs qui ont contribué à cette entreprise, on s'est mis d'accord au travers d'un pacte d'actionnaires sur le type de reprise, donc le chiffre d'affaires, le montant, la valorisation, le type de récurrence de chiffre d'affaires, et puis le type de dirigeant, donc surtout pas de reprise en faillite ou à la barre du tribunal, mais une reprise in bonis. Et quelque part, j'ai déjà sécurisé mon capital, donc je sais qui vont être mes futurs actionnaires et tout le monde est minoritaire. Voilà. Donc, je vais faire une opération de LBO que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai jamais, avant de me lancer en 2019, je n'avais jamais parlé à un investisseur, je n'avais jamais monté un dossier de financement, je n'avais jamais monté des fonds, je n'avais jamais levé des fonds à l'international. Voilà. Il y a une série de premières fois, mais en suivant cette méthodologie du search fund, qui a été éprouvée sur plus de 400 reprises et plus de 1000 fonds depuis 1984, eh bien, j'ai suivi une voie assez tracée, comme vous, j'imagine, en étant bon ingénieur, j'aime bien les méthodes et les process bien tracés. Eh bien, j'étais rassuré dans la démarche. Voilà. Donc, j'ai pu résoudre le problème de la méthode, de comment on fait, j'ai pu résoudre le problème du capital et j'ai pu résoudre aussi le problème de me sentir assez en confiance en étant entouré par des investisseurs pour me lancer. Et ça, je crois que c'est vraiment important. Après, c'est pas la seule méthode et c'est juste, ça met dans une position assez intéressante, puisqu'en parlant des dirigeants et quand je leur dis que je peux racheter une PME jusqu'à 20 millions d'euros, ils comprennent vite que je suis crédible pour discuter avec eux. Voilà. Alors, qui sont mes investisseurs? Ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai quelques Français, mais j'ai aussi beaucoup d'Espagnols au travers de mon MBA en Espagne. J'ai des gens qui sont, par exemple, un ami proche qui a fait l'ICAM, comme quoi, écoutez, il est intéressant aussi d'ouvrir son cercle de connaissances, qui a fait l'ICAM en même temps que je faisais HEI. Et aussi des gens qui ont dirigé des PME, qui ont créé, fait des search funds et eux-mêmes se sont lancés dans l'accompagnement d'entrepreneurs. Et le point commun, outre l'aspect international de toutes ces personnes, c'est qu'ils ont accepté la part de risque en avance. Ils ont accepté de payer pour voir, donc de me financer sans avoir l'assurance de voir l'entreprise et encore moins de savoir si j'allais vraiment reprendre ou pas. J'ai quand même Donc, ils ont parié sur moi plus que sur l'entreprise. Donc, ça, c'est un point intéressant, sachant qu'au moment où j'ai levé mes fonds, ce qu'on m'a expliqué, notamment les acteurs de la place financière, c'est que ça ne se faisait pas comme ça en France, c'est qu'on allait d'abord chercher l'entreprise et ensuite les fonds. Voilà, donc moi, j'ai procédé différemment et je suis le 5e à faire ça. Il y en a 6 derrière moi, donc on est actuellement 11 à faire une reprise en search fund en France. Et il y en a déjà 3 qui ont repris l'entreprise. Donc, c'est un modèle de reprise d'entreprise qui marche très bien. Voilà. Alors, quelques contacts utiles, et après, on passera aux questions. Donc, évidemment, j'ai parlé donc HEI Alumni, le site, et pour les gens de l'ISA, l'association des alumni de l'ISA, qui ont une page Facebook, et Agathe pour en parler après, une page LinkedIn et une page Instagram. Si vous voulez aller voir le site de Stella Maris, je le mets ici. Donc, mon entreprise et ainsi que la page LinkedIn. Et le site du CRA, donc les cédants repreneurs d'affaires, qui est une association donc, gérée par des bénévoles, mais qui a un caractère extrêmement professionnel. Donc, généralement, ce sont des anciens dirigeants d'entreprise qui ont eux-mêmes fait une reprise d'entreprise, qui animent les formations et le suivi des entrepreneurs en reprise d'entreprise. Voilà. Donc ça, ce sont les quelques liens utiles. J'ai oublié France Invest, mais vous pouvez le trouver, je le mettrai dans le compte rendu. Donc il y a tout un nombre d'acteurs, Fusac aussi, le site, la plateforme de mise en relation Fusac. Donc voilà. Voilà un peu, je dirais, le panorama et la reprise d'entreprise, tant du point de vue du cédant que du repreneur. Voilà. Donc, eh bien, Agathe, si tu veux, on peut Oui. ouvrir aux questions. Parfait. Du coup, si vous avez des questions, je vous invite à les remonter, comme on l'a précisé au départ, via le chat. Du coup, il y en a une qui est arrivée pendant ta présentation, qui était au sujet du patrimoine. La personne voulait savoir si on parlait forcément de liquidité ou s'il y avait d'autres formes de patrimoine à prendre en compte.
Alors, ce qui va intéresser un cédant d'entreprise, c'est la monnaie sonnante et trébuchante, hein, clairement. Donc, il faut à un moment donné payer la transaction et on peut pas le faire avec, enfin, on peut pas le faire avec une hypothèque. Enfin, c'est compliqué. Il vaut mieux avoir des liquidités. Donc, c'est vrai qu'il faut anticiper ce genre de sujet et bien prévoir que l'investissement qu'on amène soit liquide, hein. Ça, c'est très important. À moins que on reprenne en nature, je sais pas, une exploitation agricole, où il y a toujours des exceptions, mais en cas général, c'est plutôt des liquidités. OK. La question suivante, elle concerne, le modèle du Search Fund et la question, c'est: est-ce que ça veut dire que tu apportes 51 du capital ou que chaque investisseur a une part minoritaire? Et si c'est le second cas, n'y a-t-il pas un risque de rachat de parts entre actionnaires ou d'un pacte d'actionnaires en cas de désaccord qui risquerait de vous faire perdre votre autonomie de décision? Ok. Alors, c'est vrai qu'en France, on voit d'abord les risques avant de voir les opportunités. C'est pour ça que j'ai choisi un modèle anglo-saxon. Euh, alors, si je me suis lancé là-dedans, c'est que j'ai quand même bien verrouillé la démarche. J'ai apporté, donc on parle d'unités, donc sur 12 unités, mettons que le fonds fasse 100 et que chacun mette 10, j'ai apporté, moi, un apport de 10. Voilà. Donc, j'ai moi-même mis au pot, donc c'est-à-dire que si ça ne va pas jusqu'au bout, je perds aussi de l'argent. Et ça, c'était capital pour mes investisseurs de bien comprendre que moi aussi, je me mouillais dans l'affaire. Par contre, le pacte d'actionnaires est ainsi fait que on ne peut pas se racheter des parts entre investisseurs. Les règles sont très très claires avant de commencer. Euh, on- donc, ça marche de la manière suivante. Quand j'amène une entreprise et je dis, voilà, j'ai signé l'intention pour cette entreprise-là, elle m'intéresse, elle coche les cases, qui est partant, il y a un premier tour qui fait que les investisseurs se positionnent. Certains disent, OK, j'y vais, c'est bon, et je peux mettre tant. Et d'autres disent, non, je passe mon tour, ça ne m'intéresse pas, et tant pis, je n'investirai pas sur cette entreprise. Donc, moi, il faut que je m'assure que j'ai un nombre, que je réunisse mon financement. Mais à partir du moment où ce premier tour de table est fait, les investisseurs qui suivent ont la capacité aussi de prendre la place de ceux qui n'ont pas suivi, donc de mettre plus. Et en général, les gens que j'ai dans ma société comme investisseurs ont plutôt un besoin de déployer du capital plutôt qu'autre chose. Donc, ils vont être preneurs de déployer plus de capital. Donc, on le fait au prorata du nombre du financement qu'ils ont fait du Search Fund. Si quelqu'un a mis 20, il a 20%, il peut déployer 20% du montant total de la transaction en capital. Je ne sais pas si c'est clair. Je vais peut-être regarder un peu le chat Non, pour il n'y a pas regarder, de mais questions par rapport à ça. Du coup, il y d'accord. a d'autres Ok. questions, mais a priori, on dit que c'est très clair. Donc, Ok. merci Augustin. La question suivante, elle concerne ta levée de fonds et c'est comment tu t'y es pris en fait, par quels moyens tu fais ta levée de fonds. Alors, ma levée de fonds, je l'ai fait en 3 étapes. La première, j'ai été voir mon épouse. Je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord que je m'engage dans cette aventure-là, sachant qu'on peut perdre le capital qu'on a mis? Et elle m'a dit oui. Donc, pour moi, c'était capital, hein. Et je peux vous dire que dans un projet comme celui-là, c'est crucial de bien poser la question au conjoint s'il est partant. Deuxième partie, pour aller voir, donc je savais que c'était les investisseurs internationaux qui avaient la possibilité de mettre le plus de capital, mais pour rendre crédible la démarche, je suis d'abord allé voir des investisseurs locaux, donc des Français. Ça a mis beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'on m'a expliqué en fait que c'est pas comme ça qu'on faisait, que c'était pas la méthode, que ça s'était jamais vu, que ça allait pas marcher. Bon, un petit peu la théorie du verre à moitié vide. Et malheureusement, j'ai pas trouvé beaucoup de succès auprès des financiers ou des business angels. Donc, je suis allé voir mon cercle d'amis proches et aussi des gens que j'ai rencontrés par réseau, notamment voilà, je dirais une personne qui a fait 5 reprises d'entreprise, qui était de l'ISE, donc de mon université, et qui a parié sur moi. En fait, on a eu pas mal d'échanges, et à un moment donné, il m'a dit, OK, j'accepte de rentrer dans ton capital et de te financer. Et une fois que ce quorum de 5 entrepreneurs locaux était trouvé, eh bien, je suis allé ensuite, alors j'ai fait quelques présentations. J'en ai fait une à Bruxelles, puisque à l'époque j'étais aux Pays-Bas, j'étais à Maastricht, donc pas très loin. J'en ai fait à Madrid
pour aller chercher des investisseurs espagnols. Donc, je rappelle que j'ai quelques investisseurs espagnols au travers de l'ISU Business School Barcelone et Madrid. Et ensuite, je suis allé à Boston et à New York pour aller lever des fonds. Donc, je vous avoue qu'en commençant, je n'avais pas du tout l'idée de faire ça. Mais de fil en aiguille, je me suis adressé en fait à un écosystème qui est celui du Search Fund et qui réunit depuis les années 80 tout un nombre d'investisseurs qui se connaissent entre eux, qui se cooptent et qui acceptent d'investir entre eux sur des gens comme moi. Et voilà. Alors, je vois une question sur les frais de fonctionnement du Search Fund par an. Sur 2 ans, tout compris, hein, frais de déplacement, salaire, conseil, j'ai des stagiaires qui travaillent avec moi actuellement. Eh bien, j'ai levé 360 000 euros sur 2 ans et j'ai bien compris que ces 2 ans, ça allait être plutôt 3 ans. Donc, j'ai étalé en fait ces frais sur 3 ans. Dedans, il y a à peu près 20 000 euros pour créer l'entreprise, faire le pacte d'actionnaire, me lancer, et puis il y en a 50 000 pour faire une voire deux due diligence. Donc la part salariale dedans est quand même réduite. Et donc, l'intérêt d'aller chercher tous ces associés minoritaires, c'est une question que j'ai souvent, merci Nicolas pour la poser, c'est non seulement d'avoir la certitude que j'ai des conseils, donc des gens qui sont soit cohérents dans le secteur d'activité, soit cohérents dans une sorte de coaching, et également de n'être pas lié à un fonds majoritaire. Et pour moi, c'était capital de ne pas être dépendant d'un gros fonds qui m'aurait placé dans une situation de précaire, qui aurait pu me mettre à la porte quand il voulait. Et j'ai des exemples récents et proches où c'est déjà arrivé. C'est pas très agréable quand on a dépensé beaucoup d'énergie, de temps à faire une reprise, d'être mis à la porte au bout de 2 ans parce qu'on ne convient pas. Voilà. Après, mes investisseurs peuvent toujours à un moment donné me mettre dehors, mais comme ils sont minoritaires, c'est plus compliqué. Après, coût du capital élevé, je trouve pas que le coût du capital soit si élevé que ça, et on est tous alignés dans la même direction, ce qui moi me donne confiance en fait. On est dans un système très bienveillant, alors, avec ses limites, hein, on parle quand même d'investissement et de capitalisme, mais qui est plutôt dans la balance du côté bienveillance que voilà. Si je regarde aussi un peu les questions, c'est quasiment le modèle d'un private equity. Eh bien oui, en fait, c'est un private equity qui cherche à acquérir une entreprise pour commencer, et pourquoi pas faire de la croissance externe après. Mais on est dans un modèle qui est dérivé du private equity, avec le côté, je dirais, un peu, avec le côté bienveillant en plus. Voilà. Je ne dis pas que tous les fonds de private equity ne sont pas bienveillants, mais je pense qu'on est dans un modèle beaucoup plus favorable à l'entrepreneur dans ce cas-là. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Je remonte un peu les questions. Je ne sais pas si Agathe, En tu haut, il avais... n'y en a pas forcément plus. Il y en a une qui est pourquoi une reprise plutôt qu'une création. C'était la seule question à laquelle tu n'as pas répondu qui est arrivée avant les dernières. Il y en a 3 ensuite. Ok. Pourquoi une reprise plutôt qu'une création? J'ai travaillé, donc quand j'étais à l'ISC Business School, j'ai fait un stage de 3 mois dans une start-up qui avait 4 mois d'existence. Un ancien de l'agro, un Français, qui avait créé une boîte de nutrition. J'ai beaucoup aimé le côté petite entreprise, petite équipe, on va vite, on est agile, on ne s'embarrasse pas de lourdeur administrative. En revanche, je trouvais que la part de risque que cet entrepreneur prenait, qui à mon âge aujourd'hui, il avait 37 ans, même il était un an plus jeune, je trouvais que la part de risque était démesurée par rapport aux gains qu'il pouvait espérer. Et statistiquement, il y a 8 startups sur 10 qui n'arrivent pas à l'âge adulte. Alors que quand on fait une reprise d'une boîte mature, dont on connaît les chiffres, dont on connaît le business plan, on a un facteur de risque beaucoup moins élevé. Il est là, le risque, hein, c'est clair, parce que le risque, c'est d'abord soi, mais on connaît, on sait ce qu'on achète. Voilà. Donc moi, ça me rassurait. Et c'est un peu ma personnalité. Après, je suis admiratif de ceux qui créent des entreprises, évidemment. Oui. Dis-moi, Agathe. Mais du coup, je ne sais pas si c'est une question ou une remarque de Christine qui est quid de l'accord sur le salaire du dirigeant qui est opposé à celui des actionnaires. Bon, je pense que c'est plutôt une remarque, mais tu as peut-être Ouais. quelque chose à dire là-dessus. Alors, pas du tout, en fait. C'est-à-dire que comme on est aligné et que mes actionnaires... Alors, dans le fond actuel, hein, dans la phase de transition, c'est moi qui me définis mon salaire et j'ai plutôt intérêt à ce que ça dure longtemps. Donc, voilà. Je réduis à la portion congrue.
Mais ce qui passe, je me suis assuré avant que ça passait. Maintenant, dans le cas d'une reprise, et je vais parler d'une reprise en général, il est très important de vérifier que la reprise vous permette de vous payer. C'est-à-dire, la première chose à vérifier, c'est le salaire de dirigeant actuel. Alors, il y a des dirigeants qui se payent sur la bête de manière démesurée, ça existe, où on voit tout un tas de notes de frais ou d'achats un petit peu bizarres dans les comptes, mais un dirigeant, on parle de holding en général, ça vous permet de voir ce que l'entreprise peut payer. Il est clair que les premières années de la reprise, bon, on est peut-être un peu moins gourmand parce que, surtout dans une petite PME, voire une grosse TPE, le salaire du dirigeant peut peser énormément. Maintenant, quand on est amené à faire croître l'entreprise, on est dans le cas du LBO comme on voit ici, et bien au fur et à mesure, ça devient de plus en plus confortable et on peut se payer de plus gros salaires au fur et à mesure. Mais c'est clair que bien souvent, le salaire du dirigeant est la variable d'ajustement. Vis-à-vis des investisseurs, ils ont tout intérêt à ce que je sois payé correctement, non pas, puisque là, le gain, il est surtout sur la revente et pas vraiment ou sur les dividendes éventuels, mais pas vraiment sur le salaire. Donc, que je puisse faire vivre ma famille et que je sois confortable pour ne pas avoir cette préoccupation-là en tête. Donc, il n'y a pas de conflit d'intérêt et les choses sont très claires avec mes investisseurs. Voilà. Je les ai aussi choisis pour ça. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question de Julie, c'est ça, ou Christine? Christine. Okay. Je sais pas si ça répond à la question. Vas-tu considérer comme option une stratégie d'achat dans laquelle le cédant émet une seller note d'aide 3 à 5 ans? Aussi, penses-tu faire appel à un fonds en minoritaire? Alors, fonds minoritaire, non, puisque c'est que des investisseurs privés. Ce que je peux aller voir, c'est si je n'arrive pas à boucler le budget, je peux faire appel à d'autres investisseurs, mais généralement, j'irai plutôt soit dans le cadre d'un expert du secteur que je fais rentrer au board, et que qui prend les parts, soit dans le cadre d'autres investisseurs search funds. Après, le seller note, oui, ça peut être intéressant. Effectivement, c'est une question très pertinente de Pierre-Emmanuel. Ça peut être intéressant d'avoir soit un complément de prix, soit une dette vendeur, de façon à faire comprendre au vendeur qu'on ne peut pas financer toute l'entreprise et qu'il a aussi intérêt enfin, ça force le vendeur en fait à en dire le plus possible parce que si sa dette est aussi remboursée et aussi liée au succès de l'entreprise, il va chercher à vous mettre en condition de réussir. Et on parle aussi de ce qu'on appelle un earn-out, donc d'un complément de prix, où on peut indexer, par exemple, c'est le cas dans la crise du Covid, où les entreprises ont une baisse de valorisation, ou en tout cas une baisse de résultats. On espère s'accompagne d'une baisse de valorisation quand on est repreneur. On peut dire, voilà, je suis prêt à vous payer les chiffres de l'an dernier, mais uniquement s'ils se matérialisent l'an prochain. Sinon, je paye que les chiffres réels. Donc, je paye aujourd'hui la performance actuelle et je paye plus tard la performance si elle est revenue à l'état 2019 ou 2018. Et ça, c'est une stratégie qui apporte pas mal de friction dans la négociation, donc il faut amener avec beaucoup de taxes, d'où l'intérêt d'avoir un conseil repreneur, de s'appuyer sur un conseil qui prend les coûts à votre place. Et elle n'est pas toujours acceptée par les vendeurs, qui sont généralement pas très sophistiqués et qui se demandent pourquoi l'acquéreur ne paye pas tout du premier coup, mais qui est une stratégie gagnant-gagnant, puisqu'au final, le cédant a tout intérêt à ce que l'entreprise fasse le chiffre pour lequel il a signé. Je vois une question de Christophe. Dans le système Que devient Stella Maris, en fait, j'ai créé ma future holding de reprise. Donc, c'est la holding qui va chapeauter l'acquisition. Donc, on continue avec Stella Maris dans le cadre d'une reprise. Et c'est la holding qui va donc me rémunérer à terme. Voilà, donc c'est la holding qui prendra la dette senior. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Christophe. Alors, Jean-Lucien, pardon, le modèle d'investissement solidaire, oui, pourquoi pas. C'est vrai que le search fund n'est pas, c'est juste une manière pragmatique et très anglo-saxonne de voir les choses. Moi, ce que je vois dans ce panel d'investisseurs que j'ai trouvé, je vais remettre la photo, c'est que ils ont des parcours divers, ils ont des nationalités diverses, et notamment dans le cadre d'une stratégie à l'international, j'ai trouvé un nombre conséquent d'entreprises qui avaient essayé de pénétrer le marché espagnol qui n'était pas arrivé,
qui pensaient se lancer aux États-Unis, mais voilà, qui avaient besoin d'appui. Donc là, j'ai aussi un Belge donc là, qui est néerlandophone. Et c'est très intéressant de s'appuyer sur un réseau international qui travaille avec, par exemple, cet investisseur-là travaille avec 150 search funds dans le monde entier. Donc pour moi, c'est un vrai atout à l'internationalisation et aussi d'avoir accès à des fonds américains qui sont, on va le dire, généralement plus élevés ou plus généreux que des fonds français. Même si en France, on a un financement du capital risque qui est très sophistiqué. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question de Jean-Lucien. Mais pour moi, ça Si, avait un la avantage. réponse est tout à fait juste. J'étais en train d'écrire pour aller à l'international, c'est totalement d'accord. Et là, Ok. le gros avantage aussi que j'y vois, c'est de connaître des investisseurs et prendre des investisseurs qui peuvent te complémenter sur le plan dynamisme de l'entreprise. Tout à fait. Exactement. Alors certains seront passifs et d'autres actifs, hein. Donc chacun, on discute des rôles en avance et je sais très bien qui aura les mains avec moi dans le cambouis et qui va rester très passif parce qu'ils ont un portfolio de 20, 30, 40 repreneurs. Alors j'insiste aussi, s'il y a parmi nous, et je ne sais pas qui est dans l'audience, des gens qui se posent la question de l'investissement, le Search Fund a délivré en moyenne un investissement, un TRI de 35%, sur la question de Nicolas, en moyenne 35%, alors avec énormément, une surpondération d'entreprises américaines, mais 35% en moyenne. Un fonds de venture capital, c'est 18-19%. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, il y a un facteur risque beaucoup plus élevé. Et un fonds de private equity, on est entre 15 et 20%, donc à peu près dans les mêmes... venture capital entre 10 et 15%, private equity entre 15 et 20%. Là, on a 35%, prouvé, hein, sur 300-400 reprises. Donc, ça intéresse de plus en plus de monde en France. J'ai fait une conférence l'an dernier, le 27 novembre, à Paris. On a eu beaucoup de succès. Il y a également une conférence avec le réseau G2E, donc HEC-X Central, et qui a intéressé plus de 300 personnes, dont des investisseurs, hein. Donc, ça devient un sujet intéressant. Donc, Julie en recherche de fonds, non, puisque j'ai bouclé ma levée de fonds. Donc aujourd'hui, je ne suis pas en recherche de fonds. Par contre, si je n'arrive pas à boucler ma reprise, je serai de nouveau dans le cadre de ce qu'on appelle un equity gap, donc de résoudre un gap de financement de capital. Aujourd'hui, je ne suis pas en recherche de fonds. Jérôme, Model Search Fund est cible sur des repreneurs dans la trentaine. Il n'y a pas. Alors, moi, je suis plutôt un vieux dans la reprise, qu'aux États-Unis, il est courant de reprendre une entreprise dans sa trentaine. En France, c'est rassurant pour un cédant d'avoir un peu de bouteille et de voir arriver des gens qui ont déjà 10, 15 ans, 20 ans d'expérience. Après, les investisseurs internationaux parient plus sur des gens qui sont dans leur trentaine. Donc, moi, j'ai 38 ans. Je fais partie plutôt de la moyenne haute en âge des gens qui font cette reprise. Après, dans une reprise classique, les gens entre 45 à 55 ans. Donc, pour moi, le facteur âge ne joue pas beaucoup, c'est plutôt l'expérience et l'adéquation avec le secteur d'activité. Des fonds qui se développent sur le modèle Search Fund, oui, j'en connais. Et d'ailleurs, certains de mes professeurs de l'ISE ont bâti ces fonds-là. Donc, après, je pourrais échanger avec vous, Jean-Luc Julien, sur ce sujet. Donc, Théo, pourquoi est-ce que j'ai fait le choix de passer par des investisseurs? Déjà, moi, ça me rassurait, en fait, d'avoir accès à des gens qui ont fait ça avant moi, des gens qui pouvaient m'apporter de l'expérience et du capital. Et ensuite, pourquoi passer par des investisseurs? Parce que je peux reprendre une entreprise plus élevée que si j'avais mes fonds propres qui sont, mine de rien, quand même limités, voire très limités. J'ai accès à une entreprise plus grande. Qui dit entreprise plus grande dit je vais chercher une entreprise qui soit plus stable, qui ait plus de trésorerie, qui ait moins de risques, je dirais, d'être en manque de trésorerie et qui ait aussi un management intermédiaire sur lequel je vais pouvoir m'appuyer. Donc il y a plein de facteurs qui font que aller chercher une entreprise plus élevée, outre le facteur patrimonial, mais ça m'apporte plus de garantie de succès, ou en tout cas ça me rassure. Voilà. Donc Pierre, que pensez-vous des entreprises très dépendantes de leurs dirigeants? Moi, je les fuis en courant, hein, clairement, puisque l'entreprise où il y a un très fort intellectuel personnel, c'est-à-dire qu'on pourra difficilement
remplacer le dirigeant, et à moins d'être la copie conforme du dirigeant, ça va être très compliqué. Est-ce que vous pouvez prolonger les 100 jours? Généralement, on parle de 3 à 6 mois d'accompagnement, et au bout de 6 mois, le cédant comme le repreneur, on n'a qu'une seule envie, c'est que ça s'arrête. Parce que 2 coqs dans la basse-cour, c'est compliqué quand même. Donc voilà, on est plus sur des périodes courtes. Et généralement, si on a bien ciblé, bien préparé sa reprise, 100 jours, allez, 6 mois maxi, c'est largement suffisant. Combien de cibles d'entreprises? Je suis parti sur un panel de 2000 entreprises et j'ai écrit 1150 courriers à lundi dernier et j'ai eu 50 réponses. Donc autant vous dire que si on fait un ratio, je suis à 4% de taux de réponse positive. Donc il faut en envoyer du courrier et je suis très content d'avoir une petite équipe qui est avec moi, de diplômés, enfin d'étudiants en école de commerce, EDEC, HEC, CP, SK, EM Lyon, pour m'aider à analyser ces entreprises, à écrire ces courriers. Et c'est vrai que c'est aussi sympa en fait d'être avec une équipe et de ne pas être tout seul. Mon objectif personnel de reprendre 100% du capital, je pense que je ne pourrais pas en fait. Voilà. La Il question y avait une question un peu dans le même genre qui est arrivée plus tôt. L'intérêt pour les actionnaires, c'est finalement de revendre l'entreprise à moyen terme pour récupérer leur mise avec plus-value. Est-ce que tu confirmes? Alors oui, ils se rémunèrent sur l'exit, effectivement. Après, il n'y a pas de règle. Il y a aussi des entreprises qui sont rentrées en bourse. Il y a un cas d'entreprise dans le monde de l'assurance très connu aux États-Unis qui est rentré en bourse. Et il y a des dirigeants, effectivement, qui petit à petit deviennent majoritaires et reprennent le contrôle de l'entreprise. Bon, après, il faut descendre, mais voilà. Et du coup, est-ce que c'est un problème pour toi? C'était la suite de la question. Si j'ai une entreprise avec laquelle j'ai beaucoup d'adéquation et je me retrouve dans les valeurs et dans les gens qui la composent, j'essaierai de rester, effectivement. Voilà. Maintenant, quand on vend une entreprise en croissance externe, on revend un fonds, généralement, on part avec la cession. Donc, il faut que j'accepte en avance de phase que ça soit le cas potentiel. Voilà. Donc voilà, et je rebondis sur ce que Jean-Michel et Pierre-Antoine ont dit. Donc, moi, je suis déjà admiratif des gens qui créent leur entreprise, parce que je suis incapable de le faire. Et les gens qui reprennent et qui réussissent à le faire. Voilà. Mais c'est un modèle qui se développe en France, le search fund. Après, je le dis, c'est un cas particulier. On n'est pas obligé de passer par un search fund pour reprendre une entreprise. Il y a des reprises, la plupart des reprises se font avec des capitaux propres et un fonds ou un groupe d'investisseurs. Donc, il y a toute une déclinaison de modèles différents qui sont utilisés. Et ce n'est pas un passage obligé, mais moi, je le trouve plutôt sécurisant et rassurant comme modèle, voilà, surtout dans l'aspect humain. Cyprien, eh bien, je dirais, oui, je me base en fait sur des données plus anciennes financières pour. Donc la question, c'est compte tenu du contexte économique flou, avec des résultats qui vont tomber en mars-avril, c'est difficile de se projeter. Maintenant, il y a un impact Covid qui peut se traduire par une baisse du chiffre d'affaires ou une accélération du chiffre d'affaires. On a aussi des entreprises qui vont beaucoup mieux après le Covid. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Il y a l'effet aussi PGE qui regonfle les trésoreries, alors de manière artificielle, on le sait tous, mais qui peut aussi regonfler les valorisations, puisque dans le rachat, on rachète aussi la trésorerie, généralement. Et donc, comment faire? Eh bien, il faut essayer d'avoir ce qu'on appelle des comptes normalisés, un EBE normalisé, qui tiennent compte, où on sort la rémunération de dirigeants, on sort aussi un aspect sectoriel. Maintenant, je ne le cache pas, le fait de s'être lancé dans la reprise d'entreprise maintenant, c'est qu'on espère que les valorisations qui étaient très hautes en 2019, avec le Covid, se tassent en fait. C'est aussi... alors, je ne cherche pas à faire une entreprise où j'ai une très faible valorisation, mais les valorisations 2019 étaient excessivement hautes et on espère qu'elles deviennent plus raisonnables. Voilà. Maintenant, je ne ferai pas de reprise à la barre du tribunal. En tout cas, je n'ai pas envie de le faire pour une première, parce que je n'ai jamais été dirigeant avant. Et donc, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Il y en a que ça peut intéresser, mais je pense que le facteur humain, moi, me rebute en fait là-dedans. C'est mettre des gens à la porte dès le début et être constamment sur le fil du rasoir. Je n'ai pas envie de le faire. Voilà. Ça, c'est pour la question de Nicolas. Date limite de reprise, à la base, c'était 2 ans. Donc, j'ai commencé le 20 mars 2020, donc 3 jours après le début du confinement, une semaine après que les bourses se soient effondrées. Et j'ai été avec moi jusqu'au 20 mars 2022. Et en lissant ma trésorerie, en faisant des économies, j'ai ajouté 6 mois, voire 1 an de plus. Donc la date limite,
ça va être clairement, si au bout de 2 ans, je n'ai pas trouvé de cible, alors j'en trouve des cibles, hein. Pour répondre à la question, j'ai déjà fait une LOI et j'en prépare une deuxième. Mais si au bout de 2 ans, je n'ai pas trouvé de cible intéressante, je pense que je vais me poser des questions sérieuses. Maintenant, c'est à la fin du match qu'on compte les points, donc jusqu'au dernier moment, je vais chercher une entreprise. Voilà. Le marché de la reprise, donc question de Christophe, le marché de la reprise semble figé depuis le Covid. Christophe, c'est pas vrai en fait, hein. Il y a des deals qui se font, il y en a un petit peu moins, parce qu'il y a plus de dirigeants qui réfléchissent, mais le marché n'est pas figé. Il y a un certain nombre de reprises qui continuent à se faire, soit qui étaient enclenchées avant le Covid, mais comme là, on est quasiment à 9 mois, voire un an après le début, il y a toujours des deals qui se font et il y a des dirigeants qui veulent céder, qui ne sont pas en situation d'entreprise en difficulté, qui cherchent toujours à céder. Voilà. En tout cas, c'est ce que je perçois. Et pour moi, le LBO, oui, a une rentabilité court terme, mais on peut tout à fait, après avoir remboursé sa dette, continuer à rester dans l'entreprise et à se rémunérer en dividende, hein. C'est tout à fait possible. Pourquoi une deuxième LOI? Ça, c'est une question très intéressante de Pierre-Emmanuel. Statistiquement, il faut 2 à 3 LOI pour faire une acquisition. Pourquoi? Parce qu'on peut se rendre compte durant les audits que ce n'était pas la bonne entreprise, ou le cédant peut changer d'avis, ou on peut soi-même changer d'avis, ou on peut avoir un retournement de situation, ou on peut avoir... voilà. Donc, il y a pas mal de raisons qui fait que, en fait, une lettre d'intention, généralement, on dit toujours que la première n'aboutit pas. Bon, elle peut aboutir, il peut y avoir des exceptions, mais dans mon cas, elle n'a pas abouti. Et j'étais content de faire du coup la première qui n'aboutissait pas parce que je suis impatient de faire la deuxième, du coup. Voilà. Et donc, du coup, oui, rechercher une entreprise, c'est, comme disent les anglo-saxons, it's a number game, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il faut en approcher un nombre très élevé pour statistiquement avoir, je vous dis, donc 15% de taux de réponse et 5% de taux de réponse positive. Réponses positives qui sont des contacts. Et ensuite, on arrive à peut-être 1% ou moins d'entreprises potentiellement intéressantes. Donc, plus on écrit de courrier, plus on rencontre des dirigeants, plus on comprend. Donc, il y a une courbe d'apprentissage, hein, c'est pour ça que ça prend du temps. Plus on comprend comment ça marche, plus on arrive rapidement à analyser des entreprises. Et à la fin, on arrive à trouver l'entreprise de ses rêves. Mais ça prend du temps, à moins de trouver sur un coup de bol ou d'avoir travaillé pendant des années dans la fusion-acquisition et d'avoir un œil déjà assez réglé. Ce n'est pas mon cas. Donc voilà, je vois beaucoup de questions intéressantes et je vous remercie tous de ces questions. Je ne sais pas si Agathe, s'il y a d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu. Ou... Il y en a une un peu au-dessus, mais qui concernait aussi le Covid. Du coup, je me remets dessus. Elle était, voilà, il paraît inévitable d'aborder le sujet du Covid. Compte tenu du nombre de conseils à votre disposition, les associés, pourquoi ne pas envisager du MIA Distress, reprise des actifs en plan de cession? Voilà, en fait, reprendre une entreprise à la barre ou reprendre une entreprise en faillite. Encore une fois, moi, ce n'est pas ma vision de l'entrepreneuriat et en tout cas, je n'ai pas envie de faire ça. Je connais des gens qui le font. Mais c'est un tout autre milieu. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à effectivement licencier des gens tout de suite. Il faut être prêt à vivre des nuits difficiles. Je pense qu'entrepreneur déjà en envie. Mais là, on est toujours sujet à une trésorerie qui est hésitante au début. Et c'est un pari beaucoup plus risqué. Alors, du coup, quand on reprend une entreprise à la barre, les gains sont plus élevés, mais le risque est plus élevé. Moi, je suis plutôt dans une démarche où je minimise le risque en reprenant une entreprise in bonis qui est stable, avec des investisseurs qui m'apportent leurs conseils et leur capital. Voilà. C'est un pari que je fais, hein. Je ne dis pas que c'est la meilleure stratégie, mais pour moi, dans mon cas, c'est une stratégie gagnante. Voilà. On verra après ce que ça donne, mais voilà. Quel conseil donnerais-tu à un cédant pour trouver un repreneur? 3 conseils. Déjà, avoir une vision très large. Ne pas se limiter à un portrait robot très fermé en disant « je veux qu'une personne qui me ressemble ». C'est un peu l'écueil qu'ont les cédants. Dire « je veux trouver une nouvelle version de moi-même ». Eh bien, on peut avoir des personnes assez différentes qui finalement donnent un nouveau souffle à l'entreprise, apportent du neuf, du sang neuf, et c'est pas plus mal pour l'entreprise. Donc, il faut avoir un œil bienveillant et ouvert. Le deuxième, passer par un cabinet ou de l'intermédiation, c'est pas idiot parce que finalement, ce sont des gens dont c'est le métier et qui vont scanner des profils et vous trouver la personne qui vous convient. Donc ça, c'est se faire aider, se faire accompagner, c'est très important. Et ensuite, écoutez, il y a le facteur chance. Donc, j'ai des dirigeants qui me disent, je venais
déclaré à mon conseil d'administration que je voulais céder mon entreprise et votre courrier est arrivé sur mon bureau le lendemain. Donc ça peut arriver. Alors évidemment, quand on est bien préparé, quand on suit une méthode, quand on est accompagné, le facteur chance est plus élevé, à dire, ou alors on compte moins dessus en fait. Mais il faut du temps aussi. Et il faut se mettre en capacité, il faut que son entreprise soit suffisamment stable, qu'elle soit quasiment en pilotage automatique pour pouvoir consacrer du temps à la session. Et ça, c'est hyper important. Si vous êtes la tête dans le guidon, vous ne pourrez pas consacrer du temps à essayer de trouver un repreneur. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Je ne sais pas si je réponds à votre question, Frédéric. C'est en tout cas ce que la plupart des dirigeants que je rencontre me disent. Et des conseils aussi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'ailleurs, si votre entreprise, ou si vous connaissez quelqu'un de proche qui cherche à céder, moi je cherche à reprendre, donc n'hésitez pas. Je dis ça sur le temps de l'humour, évidemment. Voilà. Mais alors, pas mal d'anciens dirigeants veulent lâcher l'éponge à cause de la période actuelle. Il y a deux types de dirigeants. Il y a ceux qui se disent j'ai un trou dans ma trésorerie ou j'ai un trou dans mon chiffre d'affaires, je vais attendre 50 plus, je vais la gonfler et je vais la revendre. Et il y en a qui se disent c'est la crise de trop, c'est le moment ou jamais, c'est maintenant et je la revends. Voilà. Donc il y a ceux qui attendent et il y a ceux qui veulent passer la main, tout simplement. Et donc il n'y a pas de règles, il y a toujours des transactions qui se font, mais c'est vrai que ça fait réfléchir pas mal de monde. Voilà. Les gens se disent prudence, on va attendre. Voilà. Bon, c'est vrai que ça diminue un peu le nombre de transactions, mais je dirais, il y a toujours eu des transactions. Alors, dans la période de mars-avril 2020, ça s'est vraiment calmé, mais après, c'est reparti. Donc, voilà. Voilà, bah, écoutez, en tout cas, ce que je vous propose, c'est... moi, je suis ravi de l'intérêt que ça provoque. Je vous propose de me contacter soit sur mon profil LinkedIn, soit sur le site. Je peux laisser mon adresse si vous voulez, je le laisse dans le chat, si vous voulez me contacter. Je rencontre très régulièrement des entrepreneurs qui veulent se lancer ou des dirigeants aussi, d'ailleurs, ça arrive, ou des repreneurs. Donc, n'hésitez pas. Envoyez à tout le monde. Voilà. Clac. Donc, ça, c'est mon adresse email. Et donc, je serais ravi de répondre à vos questions. Si vous pouvez regarder un peu le site avant pour voir un petit peu de quoi on parle, c'est toujours intéressant, mais j'ai un avis très ouvert sur le sujet et je suis toujours ravi, comme d'autres l'ont fait avec moi aussi, hein, qui ont consacré du temps à me former et à me mettre à niveau. Ça marche toujours par relation et donc c'est important, je pense, de s'entraider, surtout quand on est dans le cadre d'un réseau alumni, de s'entraider, voilà, dans l'entrepreneuriat, c'est un peu la règle, donc n'hésitez pas. Voilà, bah écoutez, en tout cas, Agathe, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, il n'y a plus de questions. Il y a des remerciements, des bravos et des félicitations. Donc, voilà, je me fais le porte-parole de tous les participants pour te remercier et te féliciter, puis te souhaiter plein de succès pour la suite. Merci. On espère que dans quelques temps, tu reviendras pour nous raconter l'entreprise que tu as repris et tes activités. En tout cas, on en a parlé avec Benjamin. Si ce n'est pas fait d'ici là, il serait partant pour faire une seconde conférence au printemps, peut-être en faisant témoigner certains de ses investisseurs. Donc voilà, restez à l'écoute. D'autres conférences sont à venir. Voilà. Et notamment, ce qui se fait pas mal, Agathe, aussi, c'est d'avoir des investisseurs, le CRA, donc des financiers, et aussi des conseils. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est une discussion de panel, de façon à pouvoir approfondir le sujet. Voilà, une table ronde, effectivement. Tout à fait. Ok. Et du coup, je confirme à tout le monde qu'on vous enverra la présentation que Benjamin avait préparée. Et du coup, la réunion a été enregistrée et elle sera disponible sur le site d'HEI Alumni demain ou jeudi, enfin en tout cas très rapidement. Voilà. Impeccable. Il reste à souhaiter à tout le monde une bonne soirée ou une bonne fin de soirée et puis bientôt sur un prochain événement. Voilà. À bientôt. À bientôt tout le monde. Au revoir à tous. Au revoir, merci.